Mon père a qualifié ma carrière de « sale » et m'a exclu de la fortune familiale. Puis, je suis Audrey Maxwell, j'ai 28 ans, et j'ai bâti ma réputation comme l'une des tatoueuses les plus recherchées de Boston. Mon père, PDG de Maxwell Fine Furniture, n'a jamais compris pourquoi j'ai échangé l'héritage de 3 générations contre ce qu'il appelait une profession sale. Il y a 3 ans, il m'a effacé de sa vie lors d'un dîner que je n'oublierai jamais. La fortune familiale était officiellement hors de ma portée. Puis, le mois dernier, mon téléphone a sonné. C'était papa, demandant si je pouvais lui prêter 230 000 $ après que mon frère ait presque ruiné notre entreprise familiale. L'ironie ne m'a pas échappé. Dites-moi d'où vous regardez, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour me suivre dans cette folle aventure. Grandir en tant que Maxwell signifiait vivre selon certaines attentes. Maxwell Fine Furniture n'était pas qu'une entreprise. C'était notre identité, notre héritage, notre avenir. Fondée par mon grand-père Thomas Maxwell en 1952, l'entreprise était spécialisée dans les meubles artisanaux de haute qualité qui ornaient les maisons de l'élite de la Nouvelle-Angleterre. Ce qui avait commencé comme un petit atelier est devenu une entreprise multimillionnaire avec 3 sites de production et des showrooms à Boston, New York et Chicago. Mon père, Harold Maxwell, a pris la relève quand grand-père Thomas a pris sa retraite, transformant ce succès régional en une marque nationale grâce à des partenariats stratégiques avec des hôtels de luxe et des designers d'intérieur. Le nom Maxwell est devenu synonyme d'artisanat impeccable et d'élégance intemporelle. Papa espérait que cet héritage se poursuivrait à travers ses enfants. Notre maison familiale reflétait l'entreprise, une vaste demeure coloniale à Wellesley, avec des jardins impeccables et des pièces mettant en valeur les plus belles pièces Maxwell. Chaque détail respirait le succès et la tradition. Les dîners familiaux faisaient souvent office de réunion d'affaires, avec papa en bout de table, une immense table en acajou, une Maxwell originale, bien sûr, dissertant sur les rapports trimestriels et les plans d'expansion. Maman, Elisabeth, jouait son rôle à la perfection. Fille d'un banquier d'affaires, elle comprenait les exigences sociales d'être l'épouse d'un membre de l'élite économique. Elle organisait des galas de charité, siégeait au conseil des musées et veillait à notre position sociale. Bien que chaleureuse et affectueuse en privé, elle s'inclinait devant papa pour toutes les décisions importantes. « Ton père sait ce qui est le mieux » était devenu son mantra chaque fois que je remettais en question le statu quo. Et puis, il y avait mon frère Andrew, de 3 ans mon aîné, et successeur évident de papa. Depuis l'enfance, Andrew suivait papa à l'usine, apprenant le métier dès le plus jeune âge. Au lycée, il assistait aux réunions du conseil. À l'université, il avait son propre bureau au siège. Andrew assumait pleinement son rôle de fils prodige, me rappelant souvent ma place secondaire dans la hiérarchie familiale. L'entreprise n'a besoin que d'un héritier, disait-il d'un ton condescendant à l'adolescence. Et ce ne sera jamais toi. Mes premiers souvenirs sont liés à l'art. Tandis qu'Andrew suivait papa sur le plancher de l'usine, je me cachais dans les coins avec des carnets de croquis, dessinant tout ce que je voyais. J'adorais les veines riches du noyer et du cerisier, la précision des outils, la transformation de matières brutes en objets magnifiques. Mais je ne voulais pas vendre les meubles. Je voulais créer de la beauté selon mes propres termes. À l'école primaire, mes professeurs d'art louaient mon talent naturel. Mes aquarelles remportaient des concours régionaux. Mes portraits au fusain captaient non seulement l'apparence mais aussi quelque chose de plus profond. Mais à la maison, mes réussites artistiques ne recevaient qu'une reconnaissance superficielle. « C'est chouette, ma chérie », disait maman en rangeant mes certificats dans un tiroir au lieu de les afficher. « L'art est un loisir, pas une carrière », répétait papa chaque fois que je mentionnais une école d'art. Au lycée, la pression s'est accentuée. Alors que mon portfolio artistique recevait l'attention de plusieurs universités, mes parents me dirigeaient vers des écoles de commerce. Papa m'avait trouvé un stage au siège de Maxwell pendant les étés, me plaçant dans les départements de comptabilité et de marketing, malgré mon désintérêt évident. « Tu dois comprendre le monde des affaires, Audrey », insistait-il. La pensée créative a sa place dans le marketing, mais il te faut d'abord les bases. Pour les apaiser. Je me suis inscrite à la Business School de l'Université de Boston, assistant assidûment aux cours d'économie et de gestion tout en me sentant de plus en plus vide à l'intérieur. Mes carnets de croquis prenaient la poussière. Mes pinceaux s'étaient desséchés. En 2e année, je ne me reconnaissais presque plus, la jeune fille vibrante et créative avait été remplacée par une étudiante déprimée qui se contentait de suivre la routine pour faire plaisir aux autres. Ma colocataire, Tara Johnson, a été témoin de ma spirale descendante et est intervenue un soir pluvieux d'octobre, lorsqu'elle m'a trouvé fixant un manuel d'analyse financière, des larmes coulant sur mon visage. « Ce n'est pas toi,
dit-elle simplement en refermant mon livre. Viens avec moi. Ce soir-là, Tara m'a emmené à une exposition d'art underground à Somerville. L'entrepôt reconverti vibrait d'énergie, les murs couverts de tout, des peintures traditionnelles au graffiti. Mais ce qui a captivé mon attention, c'était une femme créant des motifs complexes sur le bras d'un client. Jasmine Cruz, une tatoueuse forte de 10 ans d'expérience, travaillait avec une précision et une créativité telles que je ne pouvais détacher mon regard. C'est comme peindre, expliqua-t-elle lorsque je l'abordai plus tard, mais plus intime. La toile a un pouls, une histoire. Chaque pièce signifie quelque chose. Je suis sortie de cette soirée avec la carte de visite de Jasmine et quelque chose que j'avais perdu, l'inspiration. Le lendemain, j'ai ajouté un cours d'art à mon emploi du temps. À la fin du semestre, j'en suivais secrètement 2. Mes notes en commerce ont chuté à mesure que ma passion pour l'art renaissait. Et, le week-end, je fréquentais le studio de Jasmine, observant, posant des questions, apprenant. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. Mais je savais qu'une tempête se préparait. La voie que je voulais emprunter entrerait directement en conflit avec tout ce que ma famille croyait sur la réussite, la respectabilité et l'héritage Maxwell. La confrontation que je redoutais arriva pendant les vacances de printemps de ma 3e année. J'avais décidé de rester à Boston plutôt que de rentrer, prétextant des révisions alors qu'en réalité je passais du temps au studio de Jasmine. Mon plan dérailla lorsque papa fit une visite surprise à mon appartement. Je me suis dit que je t'emmènerais déjeuner puisque tu n'as pas pu rentrer, annonça-t-il, puis il se figea en voyant les murs de mon salon recouverts d'œuvres d'art et de dessins de tatouage. Son visage passa de la surprise à la déception puis à la colère tandis que j'expliquais ma décision de poursuivre l'art plutôt que les affaires. Quand je mentionnais spécifiquement le tatouage, son teint vira au rouge vif. Des tatouages, cracha-t-il presque. Maxwell Fine Furniture jouit d'une réputation centenaire de classe et de raffinement. Et toi, tu veux marquer le corps des gens pour gagner ta vie. C'est de l'art, papa, tentai-je d'expliquer. C'est un travail porteur de sens. C'est une mode pour dégénérer et rebelle, répliqua-t-il. Aucun enfant à moi ne va jeter aux orties des générations de respectabilité pour une lubie contre-culturelle. L'ultimatum tomba, revenir aux études de commerce ou perdre son soutien financier. Avec 2 semestres restants, la menace était de taille. Mais quelque chose en moi avait changé. Je ne pouvais plus redevenir cette version sans vie de moi-même. Alors je m'en sortirai toute seule, murmurai-je. Fidèle à sa parole, papa me coupa les vivres, plus de frais de scolarité, carte de crédit annulée, forfait mobile résilié. Les mois suivants furent une épreuve. Je quittai mon appartement confortable pour une minuscule chambre partagée avec 4 autres étudiants. Je travaillais comme serveuse dans un café et comme employée de rayon le week-end. J'obtins une aide financière d'urgence et contractai des prêts étudiants. Au milieu de tout cela, ma détermination se renforça. Je changeai officiellement de filière pour les beaux-arts, me concentrant sur le dessin et la peinture. Entre cours, travail et sommeil, je continuais de fréquenter le studio de Jasmine, absorbant tout sur l'art du tatouage. Ma professeure d'art, Diana Wilson, devint une alliée cruciale, elle me décrocha des missions rémunérées pour illustrer des publications universitaires et concevoir des logos pour de petites entreprises locales. Espagnol. Me matriculer en la Escuela de Negocio de la Universidad de Boston, asistiendo diligentement a classe de Economia y Administración mientras me sentia cada vez más vacía por dentro. Mi cuaderno de dibujo accumulaba en polvo. Mi pincel se había secado. Para el segundo ano, Apna me reconocía, la chica vibrante y creativa había sido reemplazada por una estudiante deprimida que cumplía con las formalidades para complacer a los demás. Mi compañera de cuarto, Tara Johnson, fut testigo de mi espiral descendante intervino una noche lluviosa de octubre cuando me encontró mirando fijamente un libro de análisis financiero, con lágrima corriendo por mi rostro. Esta no tu, dis-je, serrando mi libro. Ven conmigo. Et esa noche, Tara me llevó a una exposición de arte underground en Somerville. El almacén reconvertido palpitaba de energía, las paredes cubiertas de todo, desde peintura tradicional hasta arte de graffiti. Pero lo que llamó mi atención fue una mujer creando diseño intrincado en el brazo de un cliente. Jasmine Cruz, una tatuadora con 10 años de experiencia, trabajaba con tal precisión y arte que no podía apartar la vista. Et como pintar, explicó cuando me acerqué a ella más tarde, pero más intimo. El lienzo tiene pulso, una historia. Cada pieza significa algo.
Sali de Aquelanoche con la tarjeta de présentation de Jasmine y algo que había perdido, inspiration. Al dia siguiente anadi una clase de arte a mi horario. Al final del semestre, secretamente estaba cursando dos. Mi calificación en negocio se desplomaron a medida que mi pasión por el arte se reavivaba. Y los fin de semana empecé a visitar el estudio de Jasmine, observando, haciendo preguntas, aprendiendo. Por primera vez en ano, me sentía viva. Pero sabía que se avcinaba una tormenta. El camino que quería tomar chocaba de frente con todo lo que mi familia creía sobre éxito, respetabilidad y el legado Maxwell. La confrontation que temía l'ego durant las vacaciones de primavera de mi tercer ano. Decidí quedarme en Boston en lugar de volver a casa, usando la excusa de estudiar mientras en realidad pasaba tiempo en el estudio de Jasmine. Mi plan descarriló cuando papá hizo una visita sorpresa a mi apartamento. Pensé levarte a almorzar ya que no pudiste venir a casa, anunció, y luego se quedó helado al ver las paredes de mi sala cubierta de obras de arte y diseño de tatuaje. Sur ostro paso de la sorpresa a la decepción y luego a la ira mientras explicaba mi decisión de seguir el arte en lugar de los negocios. Cuando mencioné específicamente el tatuaje, su te se volvió alarmantemente roja. Tatuaje, prácticamente escupió la palabra. Maxwell Fine Furniture tiene una reputación centenaria de clase y refinamiento. Y tu quieres marcar los cuerpos de las personas para ganarte la vida. Le arte, papa, traté de explicarle. Es un trabajo significativo. Es una moda para degenerado y rebelde, replicó. Ningún hijo mío va a tirar por la borda generación de respetabilidad por alguna tontería contracultural. El ultimatum lego rápido, volvé a centrarme en los estudios de negocio o perder su apoyo financiero. Con 2 semestres por delante, la amenaza era considerable. Pero algo en mí había cambiado. No podía volver a esa versión sin vida de mí misma. Entonces lo resolveré por mi cuenta, dis-je en voz baja. Fiel a su palabra, papa me cortó por completo, se detuvieron los pagos de matrícula, canceló mi tarjeta de crédito y hasta mi plan de celular, todavía en la cuenta familiar, fut suspendido en poco día. Los meses siguientes pusieron todo en mi aprueba. Me mudé de mi cómodo apartamento cerca del campus a un diminuto cuarto compartido con otro 4 estudiantes. Trabajé como mesera en un café y repondora en un supermercado los fin de semana. Pedí ayuda financiera de emergencia y asumí préstamo estudiantil adicional. A lo largo de todo esto, mi determinación solo se fortaleció. Cambié oficialmente mi cara a Bella Artes, enfocándome en dibujo y pintura. Entre clases, trabajo y sueño, seguí visitando el estudio de Jasmine, absorbiendo todo sobre el arte del tatuaje. Mi profesora de arte, Diana Wilson, se convirtió en una aliada crucial, me consiguió trabajo remunerado ilustrando publicación universitaria y diseñando logotipo para negocio local. Ta technique montre une précision remarquable, m'a dit Diana après avoir examiné mon portfolio. Et il y a quelque chose d'émotionnellement résonnant dans ton travail qu'on ne peut pas enseigner. Quel que soit le support que tu choisis, papier, peau, tissu, cette qualité se transmettra. Ethan Park, un camarade étudiant en art spécialisé dans les médias numériques, m'a aidé à créer une présence en ligne pour montrer mes créations. Mon compte Instagram a lentement gagné des abonnés à mesure que je postais des croquis et des peintures. Même si je ne pouvais pas encore publier de tatouages, le public que j'ai construit s'est révélé inestimable par la suite. Tu as un style distinctif, a noté Ethan en m'aidant à organiser mon portfolio. Des lignes nettes, mais avec une touche organique. Détaillées, sans être surchargées. Ça se traduira magnifiquement sur la peau. Ma mère a tenté une réconciliation, me retrouvant en secret pour prendre un café quelquefois ce semestre-là. Bien qu'elle ne veuille pas défier directement papa, elle m'a donné de l'argent à plusieurs reprises. Il finira par comprendre, promettait-elle, même si aucune de nous n'y croyait vraiment. Tu as toujours été têtu, tout comme lui. La réaction d'Andrew s'est avérée beaucoup moins compatissante. Lors d'une rencontre fortuite dans un restaurant où je travaillais, il s'est assuré que j'entende bien lorsqu'il racontait à ses amis ma phase rebelle. Elle a toujours eu besoin d'attention, a-t-il déclaré à haute voix. Papa pense qu'elle reviendra en suppliant pour rejoindre l'entreprise familiale d'ici un an. Malgré ces défis, le jour de la remise des diplômes est arrivé avec un sentiment de triomphe. Bien que mes parents soient venus à la cérémonie, la tension était palpable. Papa m'a serré la main de façon formelle au lieu de m'embrasser, comme je voyais d'autres parents le faire.
Maman m'a brièvement enlacée, me murmurant des félicitations tout en jetant un coup d'œil inquiet vers papa. Ma véritable célébration eut lieu ensuite lors d'une petite fête que Jasmine avait organisée dans son studio. Entourée de nouveaux amis qui comprenaient ma passion, j'ai annoncé mon prochain pas. Jasmine avait accepté de me prendre comme apprenti. L'apprentissage payait peu, mais l'enseignement était inestimable. La réputation de Jasmine offrait une exposition à une clientèle variée et à de nombreux styles. J'y ai appris non seulement les techniques, mais aussi les aspects émotionnels du métier, comment mettre les clients à l'aise, traduire leurs histoires en art, et créer des œuvres qui honoraient leurs expériences. Mon tout premier tatouage en solo, une petite fleur de lotus sur une survivante du cancer du sein, m'a révélé le pouvoir guérisseur de cet article. Carole, 56 ans, voulait quelque chose de beau sur sa cicatrice de mastectomie. Chaque fois que je me regarde dans le miroir, je vois la maladie, expliqua-t-elle pendant notre consultation. Je veux voir une renaissance à la place. Quand le tatouage fut terminé, Carole s'est tenue devant le miroir et a pleuré. Je peux enfin me regarder à nouveau, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Le bouche à oreille autour de mon travail avec des survivantes s'est propagé. De plus en plus de clients sont venus chercher des tatouages pour revendiquer leur corps après un traumatisme, une maladie ou un deuil. Tandis que certains artistes poursuivaient les tendances ou les célébrités, j'ai trouvé ma place dans l'art transformateur et guérisseur. Les réseaux sociaux ont amplifié ma portée. Mon compte Instagram est passé de centaines à des milliers d'abonnés, à mesure que les clients partageaient leurs expériences. Un article dans un magazine régional de tatouage m'a apporté encore plus de visibilité. 18 mois après l'obtention de mon diplôme, j'avais une liste d'attente de 3 mois et doublé mes tarifs initiaux. Pendant cette période de succès professionnel croissant, les liens familiaux se sont détériorés. Les réunions de vacances sont devenues des exercices de silence gênants ou de remarques acerbes. Papa ne mentionnait jamais directement ma carrière, parlant vaguement de ma situation actuelle. Andrew lançait des pics à peine voilés sur les vraies carrières et la loyauté familiale. Ce n'est que parfois, à travers les remarques prudentes de maman, que j'entrevoyais les ennuis chez Maxwell Fine Furniture. Des allusions à un marché difficile et aux stratégies audacieuses mais non prouvées d'Andrew suggéraient que tout n'allait pas bien dans l'entreprise familiale. Le contraste entre ma carrière florissante et la désapprobation de ma famille créait une dissonance douloureuse. Je trouvais ma voix sur le plan professionnel, tout en étant réduite au silence sur le plan personnel. Quelque chose allait devoir céder, tôt ou tard. Le point de rupture est survenu lors de ce qui devait être une célébration, mon 25e anniversaire. Maman m'avait convaincue d'assister à un dîner de famille à la maison, suggérant que papa s'était radouci et pourrait être prêt à se réconcilier. Je suis arrivée pleine d'espoir, apportant des photos de mon portfolio avec mes meilleures œuvres à partager si l'occasion se présentait. La soirée a commencé de façon étrange mais cordiale. Maman avait préparé mes plats préférés. Même Andrew a réussi à tenir une conversation civile sur des sujets neutres comme la saison des Red Sox et le temps anormalement chaud. La façade s'est fissurée lorsque papa a mentionné qu'il mettait à jour son testament et sa planification successorale. Le fonds familial doit protéger les intérêts de l'entreprise, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. J'ai pris certaines décisions concernant l'avenir de Maxwell Fine Furniture. J'ai hoché la tête, sans attendre grand-chose. Ce qui a suivi m'a pourtant surprise. Je t'ai retiré en tant que bénéficiaire, a-t-il continué avec désinvolture, comme s'il annonçait un léger changement de programme. Andrew héritera du contrôle total de l'entreprise et de la majorité de nos biens personnels. Même si j'avais essentiellement anticipé ce résultat, l'entendre déclarer aussi froidement pendant ce qui était censé être mon dîner d'anniversaire a eu l'effet d'un coup physique. Tu as choisi une voie qui contredit tout ce que cette famille défend, poursuivit papa, se réjouissant presque du sujet. Cette phase de tatouage. Ce n'est pas une phase, ai-je interrompu. C'est ma carrière. Et elle est réussie. L'expression de papa s'est durcie. Dessiner sur la peau des gens n'est pas une carrière. C'est une indulgence sale qui nourrit les pires pulsions des gens vers l'automutilation permanente. Harold, l'avertit maman, ce n'est peut-être pas le moment. Non, Elisabeth. Elle doit comprendre les conséquences de ses choix. La voix de papa montait à mesure que des décennies de valeurs traditionnelles s'exprimaient. Le nom Maxwell représente quelque chose dans cette communauté. Nous créons de beaux objets qui embellissent des maisons transmises de génération en génération. Nous ne marquons pas les gens comme du bétail, ni n'encourageons cette culture exhibitionniste où chacun doit afficher ses sentiments sur sa peau. Son visage était devenu cramoisi, les veines visibles sur ses tempes. Ce métier du tatouage est sale, moralement et littéralement d'aiguille et sang. Et Dieu sait quelle maladie.
Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les studios modernes de tatouage, ai-je tenté d'expliquer, mais il m'a coupé. Tu as déçu cette famille, tu as rejeté des privilèges que beaucoup rêveraient d'avoir. Et pourquoi? Pour rejoindre une bande d'alternatifs? Pour te rebeller contre les traditions qui ont bâti tout ce dont tu as profité? Andrew est resté silencieux, un léger sourire au coin des lèvres, observant la scène. Maman fixait son assiette, les mains tremblantes. Alors c'est tout, ai-je demandé quand papa s'est enfin interrompu. 25 ans comme ta fille effacée parce que j'ai choisi une voie différente? Tu t'es exclu de cette famille quand tu as rejeté nos valeurs, répondit-il froidement. Andrew continuera l'héritage des Maxwell. Tu es devenue insignifiante pour lui. La pièce est devenue silencieuse. Maman a essuyé des larmes avec sa serviette. Andrew examinait ses ongles avec une nonchalance exagérée. Et quelque chose en moi, enfin, s'est libéré. Je me suis levé lentement, la dignité se rassemblant autour de moi comme une armure. Merci d'avoir clarifié notre position. Je ne vais plus perdre de temps à prétendre que nous pouvons concilier vos attentes avec ma réalité. Je me suis tournée vers maman. Je t'aime, maman. Tu sais où me trouver si tu veux. À Andrew, félicitations pour ton héritage. J'espère que tu en comprendras la véritable valeur avant qu'il ne soit trop tard. Et enfin, à mon père, je suis fière du travail que je fais. J'aide les gens à guérir, à célébrer et à se transformer. Mes clients me confient leurs histoires et leurs corps. Il n'y a rien de sale là-dedans. Je suis partie sans me retourner, le bruit de la porte d'entrée se refermant derrière moi avec une terrible finalité. Le trajet de retour jusqu'à mon appartement s'est déroulé dans un flou de larmes et de deuil. Pas pour l'argent, j'avais déjà accepté cette perte, mais pour les liens familiaux qui semblaient maintenant irrémédiablement rompus. Je m'étais accrochée à un espoir enfantin qu'il finirait par reconnaître ma réussite et la légitimité de mon choix. Ce fantasme est mort ce soir-là. Les semaines suivantes ont été un long deuil vide. Des amis se sont rassemblés autour de moi. Diego du studio m'apportait du café et s'asseyait en silence avec moi quand les mots me manquaient. Tara a conduit depuis New York, où elle avait déménagé après l'université. Jasmine m'a offert à la fois une distraction professionnelle et des conseils personnels. Les familles sont compliquées, m'a confié Jasmine un soir alors que nous fermions le studio. Mes parents ne m'ont pas parlé pendant 2 ans après que j'ai quitté l'école d'infirmière pour devenir tatoueuse. Maintenant, mon père montre fièrement mes œuvres à ses amis à l'église. La différence, c'est que ta famille a changé d'avis, ai-je fait remarquer. Parce que j'ai réussi selon mes propres termes, répondit-elle. Construis quelque chose d'incontestable, Audrey. Le succès ne change pas toujours les mentalités, mais il impose le respect. Ces mots sont devenus mon mantra alors que le deuil se transformait en détermination. Si ma famille ne pouvait pas m'accepter, je construirais un nouveau système de soutien. Si mon père ne pouvait pas voir la valeur de mon travail, je créerais une valeur si évidente qu'elle ne pourrait être ignorée. Je me suis plongée dans l'élaboration de mon plan d'affaires. Avec 3 ans d'expérience, une clientèle fidèle et une reconnaissance croissante, le moment semblait idéal pour ouvrir mon propre studio. J'ai recherché des emplacements, calculé les coûts de matériel, les exigences en matière de licence et les stratégies marketing. J'ai consulté d'autres propriétaires de studios pour comprendre leur parcours. Les chiffres étaient intimidants, mais pas impossibles. Mes économies pouvaient couvrir environ un tiers des coûts initiaux. Les prêts bancaires traditionnels se sont révélés difficiles. Malgré ma réputation en hausse, les studios de tatouage étaient encore considérés comme des investissements à haut risque pour les prêteurs conservateurs. Finalement, une association de petites entreprises spécialisées dans les projets créatifs m'a proposé des conditions acceptables. Avec l'approbation du prêt en main, j'ai obtenu un local au rez-de-chaussée à Cambridge, assez près pour bénéficier de la population étudiante, mais situé parmi des commerces établis qui donnaient de la crédibilité. 3 mois après avoir été retiré du testament, j'ai signé un bail pour l'espace qui deviendrait un quai de narrative. Le nom reflétait mon approche du tatouage, pas seulement des dessins, mais des histoires rendues visibles. Des récits personnels transformés en art. Chaque élément du studio, des murs bleu-gris apaisants aux zones de consultation privée, était conçu pour refléter professionnalisme et intégrité artistique. La veille de notre grande ouverture, je suis restée seule dans l'espace achevé, à la fois terrifiée et exaltée. Tout ce que je possédais était investi dans ces pièces. Mon nom, pas Maxwell, mais simplement Audrey Ornay-Laporte. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait entièrement ma création. 2 années ont passé dans un tourbillon de succès croissant.
Inked Narrative s'est rapidement imposé comme l'un des studios de tatouage les plus prestigieux de Boston, reconnu pour son art exceptionnel et ses dessins porteurs de sens. Ce qui avait commencé comme une entreprise solo a évolué pour inclure 3 autres artistes et une réceptionniste. Ma liste d'attente pour les grandes pièces atteignait 4 mois. Des clients venaient de plusieurs États pour travailler avec moi. Mes tarifs avaient triplé depuis mes débuts d'apprenti, reflétant à la fois la demande et la complexité grandissante de mon travail. La reconnaissance de l'industrie a suivi. Mes créations ont été publiées dans des magazines nationaux de tatouage. J'ai gagné des prix dans des conventions régionales pour le meilleur travail en noir et gris et pour l'usage innovant de l'espace négatif. J'ai été invité en tant qu'artiste invité dans des studios à New York, Chicago et Los Angeles. Les réseaux sociaux ont amplifié ma portée. Mes abonnés sur Instagram ont dépassé les 100 000, attirés autant par les histoires derrière chaque pièce que par l'art lui-même. J'ai commencé à animer des directs mensuels pour discuter de techniques et des dimensions émotionnelles du tatouage. Je me suis bâti une réputation particulière pour le travail de transformation, couvrir des cicatrices, créer des pièces mémorielles en hommage à des êtres chers disparus, et concevoir des tatouages qui aidaient les gens à revendiquer leur corps après un traumatisme ou une grande transition de vie. Ces projets apportaient la satisfaction la plus profonde, transformer la douleur en beauté et en sang. Lisa, une survivante de violences domestiques de 32 ans. Elle est venue me voir pour couvrir les brûlures que son ex-mari lui avait infligées sur les épaules. Nous avons conçu un phénix renaissant de ses cendres, les brûlures intégrées dans la texture des plumes. Pendant des années, je voyais sa cruauté chaque fois que je me regardais dans le miroir, m'a-t-elle dit après la dernière séance. Et maintenant, je vois ma propre force. Michael, un vétéran ayant perdu une jambe en Afghanistan, m'a demandé un tatouage pour l'aider à traiter cette expérience. Nous avons créé un design passant du réalisme à l'abstrait le long de son membre résiduel, incorporant des éléments de son service tout en reconnaissant son cheminement vers la guérison. Les gens me regardent pour ce qui me manque, a-t-il dit. Et maintenant, ils verront ce que j'ai gagné à la place, de la perspective, de la gratitude, de la résilience. Ces transformations allaient au-delà de mes clients. Ma propre vie a connu une métamorphose complète. La sécurité financière, autrefois un concept abstrait, est devenue réalité. J'ai acheté un appartement à Cambridge, un dernier étage ensoleillé avec de grandes fenêtres parfaites pour mon atelier de peinture. J'ai construit un portefeuille d'investissement avec l'aide d'un conseiller financier. J'ai même commencé à financer une bourse pour les étudiants en art intéressés par les applications thérapeutiques du tatouage. Ma vie personnelle a fleuri en parallèle à mon succès professionnel. J'ai développé des amitiés profondes avec d'autres artistes et entrepreneurs qui comprenaient les défis de bâtir quelque chose à partir de rien. Je sortais de temps à autre, même si les exigences de mon entreprise laissaient peu de place à des relations sérieuses. Ma famille choisie s'est élargie pour inclure des gens qui soutenaient mon moi authentique. Diego, autrefois simple collègue, est devenu mon ami le plus proche, finalement, mon associé, apportant son expertise en tatouage japonais traditionnel pour compléter mon style. Tara venait régulièrement de New York, célébrant chaque étape. Jasmine restait une mentor, désormais plus une grande sœur qu'une professeure. La thérapie m'a aidé à surmonter l'éloignement familial et à établir des schémas plus sains. J'ai appris à reconnaître comment mon éducation avait façonné certaines tendances perfectionnistes et peur d'être inadéquate. J'ai traversé le deuil de la perte des liens familiaux tout en célébrant la liberté de redéfinir la réussite selon mes propres critères. Le contact avec ma famille biologique s'est réduit à quelques déjeuners occasionnels avec maman dans des restaurants éloignés autant de la maison familiale que de mon studio. Ces rencontres avaient un goût doux amer, son intérêt sincère pour ma vie étant atténué par son refus de contester les décisions de papa. Il demande après toi parfois, m'a-t-elle dit un jour au déjeuner. À sa manière, je crois qu'il s'ennuie de toi. Mais pas assez pour m'appeler lui-même, ai-je noté sans amertume, simplement en énonçant un fait. Tu connais ton père. La fierté est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. De ces conversations prudentes, j'ai tiré quelques fragments sur l'entreprise familiale. Les ventes s'étaient stabilisées, puis légèrement déclinées. Andrew avait lancé des plans d'expansion agressifs malgré les instincts plus prudents de papa. Ils avaient ouvert de nouveaux showrooms dans des marchés qui ne répondaient pas aux attentes. Je ressentais parfois une inquiétude pour l'héritage familial, rapidement chassée par le rappel que j'avais été jugée insignifiante pour ce même héritage. Mon énergie appartenait à ce que je construisais moi-même. Ma vie a atteint une nouvelle forme de normalité, occupée, épanouissante, parfois épuisante, mais authentiquement mienne. La douleur du rejet familial est passée d'aiguë à chronique, une douleur de fond qui se ravivait parfois, mais ne dominait plus ma vie émotionnelle.
Puis vint l'appel qui allait tout changer à nouveau. Le numéro s'est affiché comme « Appel inconnu » un mardi après-midi entre deux consultations. J'ai failli laisser aller vers la messagerie, mais un instinct m'a poussé à décrocher. Audrey Maxwell. J'utilisais encore mon nom de famille professionnellement, un petit lien que j'avais gardé malgré tout. Un instant de silence. Puis, Audrey. C'est ton père. Sa voix, si familière mais étrangère après 3 ans de silence, m'a électrisée. Je suis entrée dans mon bureau privé et j'ai fermé la porte. Papa? Tout va bien? Maman va bien? Ta mère va bien, a-t-il coupé. Tout le monde va bien. Enfin, pas tout à fait. C'est justement pour ça que je t'appelle. L'étrangeté dans son ton me surprit. Harold Maxwell, toujours autoritaire et sûr de lui, semblait hésitant, presque mal à l'aise. Je ne voudrais pas te déranger, mais la situation est compliquée. L'entreprise fait face à des défis. Des défis importants. Mon poing se serra autour du téléphone. Quelle que soit l'idée que je m'étais faite de cet appel après 3 ans de silence, ce n'était pas ça. Quel genre de défi? Papa soupira lourdement. Financier. Les nouveaux showrooms que Andrew a poussés ne fonctionnent pas. L'emplacement de Chicago perd beaucoup d'argent. Et certains investissements qu'il a faits, eh bien, ils ont échoué. Je m'assis, absorbant l'information. La puissante Maxwell Fine Furniture, cette entreprise que mon père jugeait trop prestigieuse pour quelqu'un avec une carrière sale comme la mienne, était en difficulté. Je suis désolée d'apprendre cela, dis-je d'un ton neutre. Mais je ne suis pas certaine de comprendre pourquoi tu me racontes ça après 3 ans sans contact. Un nouveau silence s'étira entre nous. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix n'était plus qu'un murmure. Nous avons besoin de capital. Rapidement. La banque a rappelé certains prêts, et nous faisons face à une crise de trésorerie qui pourrait nous forcer à la faillite dans 60 jours. Et Andrew ne peut pas résoudre ça? Je ne pus empêcher l'ironie dans ma voix. Les décisions d'Andrew ont causé ce problème, admit-il, une reconnaissance qui a dû lui coûter cher. Il a pris des risques contre mes conseils, basés sur des projections trop optimistes. Et maintenant? Et maintenant vous avez besoin d'argent, terminai-je pour lui. Oui. Le mot sembla douloureux à prononcer. 230 000 $ comblerait l'écart jusqu'à l'arrivée des commandes saisonnières. Nous te rembourserons avec intérêt, bien sûr. Le montant me sidéra. Bien que mon entreprise fût prospère, cette somme représentait la majorité de mes économies personnelles et de mon portefeuille d'investissement. C'est une somme importante, papa. Je sais. Sa voix se raffermit légèrement. Ta mère m'a dit que ton entreprise allait bien. Elle m'a montré un article à ton sujet dans un magazine. Aucune reconnaissance de ma réussite. Aucune félicitation. Juste une suggestion implicite, puisque j'ai de l'argent, je devrais le leur donner. Je vais devoir y réfléchir, dis-je prudemment. Et j'aimerais comprendre exactement ce qui se passe avec l'entreprise avant de prendre une décision. Le soulagement de papa de ne pas avoir été rejeté immédiatement laissa place à la défensive. Nous n'avons pas besoin que tu inspectes nos comptes ou remettes en question la direction d'Andrew. Nous avons juste besoin d'un prêt à court terme pour traverser cette période. Le vieux schéma familier. Papa dictant les règles, attendant une obéissance sans transparence. Certaines choses n'avaient pas changé. Ce seraient mes conditions, déclarai-je fermement. Transparence financière complète et implication dans le plan de redressement. Sinon, je préférerais investir mon argent ailleurs. Il s'agit de l'héritage de ta famille, me rappela-t-il sèchement. Un héritage dont on m'a dit que je ne faisais pas partie, répliquai-je. Tu te souviens de ce dîner d'anniversaire, papa? Quand tu as qualifié ma carrière de sale et m'as retiré du testament. Quand tu as dit que j'étais devenue sans importance pour l'héritage Maxwell. Silence encore. Je pouvais presque le voir lutter entre son orgueil et ses besoins. Des choses ont été dites sous la colère, finit-il par dire, pas vraiment des excuses. Oui, elles l'ont été. Et maintenant tu me demandes près d'250 000 $ sans même reconnaître cette histoire. Diego frappa doucement à la porte de mon bureau, signalant que mon prochain client était arrivé. Je dois retourner travailler, dis-je. Je vais considérer ta demande. Mais je veux te rencontrer avec maman et Andrew, en personne, pour revoir la situation financière et comprendre exactement ce qui s'est passé et quel est le plan pour la suite. Ce n'est pas négociable. Encore un silence, puis, très bien. Quand peux-tu venir au bureau? Je ne pense pas que ton bureau soit un endroit approprié.
Rencontrons-nous sur un terrain neutre. Il y a une salle de conférence dans les bureaux de mon conseiller financier que nous pouvons utiliser. Après avoir fixé un rendez-vous pour plus tard dans la semaine, j'ai raccroché et je suis resté immobile, essayant de digérer ce qui venait de se passer. 3 ans de silence brisé non pas par des excuses ou une volonté de réconciliation, mais par une demande d'argent. Ce soir-là, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mes plus proches confidents, Diego, Tara en visioconférence, et ma conseillère financière, Karen Lewis. Autour de plats à emporter dans mon salon, j'ai exposé la situation. Tu peux te le permettre, demanda immédiatement Diego, toujours pragmatique. Karen révisa ma position financière. Techniquement, oui. Entre tes économies et tes investissements, tu as environ 300 000 $ d'actifs liquides ou quasi liquides. Mais cela te laisserait avec très peu de réserves pour ton entreprise ou pour des urgences personnelles. La question n'est pas seulement si tu peux, mais si tu dois, ajouta Tara. Ces gens t'ont déshérité, Audrey. Ils ont qualifié ton travail de sale. Ils t'ont effacé du testament. Et maintenant, ils veulent ton argent. Ce n'est pas si simple, soupirai. Oui, il y a de la douleur et un passé. Mais cela reste ma famille. Et ce n'est pas seulement papa et Andrew. Il y a aussi maman, coincée au milieu. Et des dizaines d'employés qui dépendent de Maxwell pour vivre. Et un montant moindre, suggéra Diego. Suffisant pour montrer ta bonne volonté mais sans vider tes ressources? Ou des conditions de prêt strictes, proposa Karen. Si tu choisis de le faire, traite cela comme une affaire. Documentation formelle, taux d'intérêt, calendrier de remboursement, peut-être même des garanties. Nous avons discuté des options jusque tard dans la nuit. Le matin venu, ma décision était prise. Je rencontrerais ma famille, mais j'avais besoin de plus d'informations avant d'engager quoi que ce soit. Le poids émotionnel de ce choix méritait une réflexion approfondie. Cette rencontre me placerait face à face avec mon père et mon frère pour la première fois en 3 ans. Quoi qu'il arrive ensuite, cela exigerait toute la force et la clarté que j'avais bâtie durant notre séparation. Le bureau de Karen offrait la neutralité professionnelle dont j'avais besoin. Situé dans un gratte-ciel du centre-ville avec vue sur le port de Boston, sa salle de conférence élégante avec sa table brillante et ses fauteuils ergonomiques instaurait une atmosphère d'affaires, pas familiale. Je suis arrivé 30 minutes plus tôt pour revoir les documents avec Karen et calmer mes nerfs. Vêtu d'un tailleur noir sur mesure avec l'un de mes propres dessins, une petite rose des vents au col, symbole de l'orientation intérieure, je me sentais blindé pour le face-à-face à venir. Ma famille arriva à l'heure. Papa entra en premier, paraissant plus vieux que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient presque entièrement blancs, et de nouvelles rides marquaient son visage. Maman suivit, ses yeux s'illuminant brièvement avant de revenir à une expression neutre. Andrew arriva en dernier, son arrogance passée remplacée par une tension contenue. Audrey, fit papa en hochant la tête formellement. Voici Karen Lewis, ma conseillère financière, présentez-je. Elle va nous aider à analyser la situation aujourd'hui. Nous nous installâmes autour de la table, la gêne palpable. Maman tenta une conversation banale sur le temps, tandis que Karen distribuait des dossiers contenant des questionnaires sur l'état financier actuel de l'entreprise. Je pensais que nous pourrions commencer par obtenir une image claire de la situation, expliquai-je. Puis discuter des pistes possibles. Papa fronça les sourcils devant la paperasse. J'ai dit ce qu'il fallait au téléphone. Nous avons besoin d'un pré-relais jusqu'aux livraisons d'automne. Avec tout le respect, Monsieur Maxwell, intervint doucement Karen, tout accord de cette ampleur requiert une due diligence appropriée. Audrey aborde cela de manière professionnelle, comme je suis certaine que vous l'apprécierez. Andrew ricana à voix basse. Tatoueuse professionnelle. Ça sonne toujours comme un oxymore. Andrew, le réprimanda maman. Quoi? On est là à supplier de l'argent à quelqu'un qui dessine sur les gens pour vivre. C'est humiliant. Plus humiliant que de ruiner une entreprise familiale vieille de 3 générations, rétorquai-je calmement. Le rouge monta au visage d'Andrew. Papa se racla la gorge, mal à l'aise. Restons concentrés, dit-il. L'entreprise a besoin de capitaux. Audrey semble avoir des capitaux. Nous sommes une famille, malgré nos différences. Cela devrait suffire. Ce n'est pas le cas, déclarai-je fermement. La famille ne comptait pas quand vous m'avez retiré du testament. Elle ne comptait pas pendant 3 ans de silence. Donc nous allons traiter cela comme une transaction commerciale, avec transparence et conditions appropriées. Papa sembla vouloir objecter, puis se ravisa. Très bien. Que veux-tu savoir?
Au cours des 2 heures suivantes, une image plus claire émergea. Andrew avait en effet poursuivi une expansion agressive contre l'avis plus prudent de papa. Le nouveau showroom de Chicago, loué dans un emplacement ultra haut de gamme, avait des performances bien en deçà des projections. De plus, Andrew avait investi massivement dans une technologie de fabrication de meubles qui s'était révélée incompatible avec les méthodes artisanales de Maxwell. Plus critique encore, il avait garanti ses projets à l'aide de prêts intercollatéralisés qui mettaient désormais l'ensemble de l'entreprise en danger. La crise de trésorerie ne venait pas seulement de l'échec des nouveaux projets, elle menaçait le cœur même de l'activité, stable et rentable. Donc tu as misé toute l'entreprise sur des marchés non testés, résumai-je en fixant Andrew, sans plan de secours adéquat. J'ai pris des risques calculés pour moderniser un modèle économique de plus en plus dépassé, rétorqua-t-il avec défensive. Le marché évolue. Maxwell doit évoluer avec lui. Évoluer ne signifie pas renier ce qui a fait le succès de l'entreprise au départ, soulignai-je. La réputation de Maxwell repose sur l'artisanat et la qualité, pas sur la technologie de pointe ou des emplacements branchés. Et qu'est-ce que tu en sais, toi, éclata Andrew. Tu n'as rien à voir avec l'entreprise depuis des années. Parce qu'on m'en a empêché, répondis-je calmement. Mais je sais ce que c'est que de construire une entreprise prospère à partir de rien. De trouver l'équilibre entre croissance et durabilité. De rester fidèle à ses valeurs tout en s'adaptant. Un silence inconfortable s'abattit sur la pièce. Maman regardait nerveusement entre nous. Papa fixait les projections financières d'un air sombre. Andrew tapotait sa stylo sur la table, agité. « Alors, tu vas nous aider ou non ?» demanda finalement papa, d'une voix inhabituellement modeste. Je pris une profonde inspiration pour me recentrer. Avant de répondre, je dois dire quelque chose. Je me redressai, regardant chacun d'eux dans les yeux. Il y a 3 ans, vous m'avez dit que j'avais déshonoré la famille. Que ma carrière était sale. Que j'étais devenue insignifiante pour l'héritage Maxwell. Papa se tortilla, mal à l'aise, mais ne m'interrompit pas. Ces mots m'ont profondément blessé. Mais ils m'ont aussi libéré. J'ai bâti quelque chose qui est non seulement un succès financier, mais qui a du sens. Mon travail aide les gens à guérir, à célébrer, à se reconstruire. Il n'y a rien de sale ni de honteux là-dedans. Nous savons que tu t'en sors très bien, intervint maman doucement. Nous sommes fiers de toi. Vraiment, demandai-je. Parce que c'est la première fois que quelqu'un me le dit. Papa a appelé parce qu'il avait besoin d'argent, pas parce qu'il avait changé d'avis sur ma carrière. Andrew leva les yeux au ciel. Est-ce vraiment nécessaire? Tout ce traitement émotionnel? Oui, dis-je fermement. Si je vais investir dans l'entreprise familiale, je dois savoir où j'en suis. Je ne serai pas le petit secret honteux à qui on demande de l'argent tout en méprisant son travail. Papa se racla la gorge. Que veux-tu exactement, Audrey? De la reconnaissance. Du respect. Pas forcément de l'approbation, mais la reconnaissance que mon parcours a de la valeur, même s'il ne correspond pas à ce que vous auriez souhaité. Et si on te le donne, demanda-t-il avec prudence. Alors oui, j'aiderai. Mais à certaines conditions. Je fis un signe à Karen, qui distribua un second ensemble de documents. Je suis prête à investir 150 000 $, non comme un prêt, mais comme un apport en capital. En échange, je demande 15% des parts de Maxwell Fine Furniture et un siège au conseil d'administration. Andrew se leva presque de sa chaise. C'est scandaleux. Tu ne peux pas juste revenir comme une fleur et exiger une part de l'entreprise après l'avoir abandonnée. Je ne l'ai pas abandonnée. J'en ai été exclu, corrigeai-je. Et je ne réclame rien. Je propose des conditions pour un investissement qui pourrait sauver l'entreprise. L'alternative, c'est la faillite, et là, tout le monde perd. 15%, c'est beaucoup, dit papa en examinant les documents. En réalité, c'est en dessous de la norme pour ce niveau de risque, intervint Karen. Un investisseur en capital risque demanderait probablement 30% ou plus, avec des clauses de contrôle bien plus strictes. L'expression de papa montrait qu'il reconnaissait la vérité de ses mots. Après des décennies dans les affaires, il comprenait la négociation et la valeur équitable. Je participerai aux réunions trimestrielles du conseil et j'aurai un droit de regard sur les décisions importantes, mais je ne serai pas impliqué dans les opérations quotidiennes. Mon objectif reste centré sur mon entreprise. Et les 80 000 $ restants dont nous avons besoin, demanda mon père. Je peux les fournir sous forme de prêts conventionnels avec des intérêts raisonnables et un délai de remboursement de 2 ans. Karen a établi les conditions proposées. Ma mère regardait nerveusement entre mon père et moi.
Andrew bouillait en silence. Le poids de la décision planait dans l'air entre nous. Mon père fixa les documents pendant une éternité. Je pouvais presque voir le conflit intérieur, sa fierté contre la nécessité pratique, de vieux ressentiments face à un respect réticent pour la femme d'affaires que j'étais devenue. Finalement, il leva les yeux. Tu as construit quelque chose d'impressionnant, Audrey. Ton studio. Ta réputation. Je ne prétends pas comprendre ou approuver les tatouages, mais... Il fit une pause, les mots visiblement difficiles. Je reconnais que tu as réussi selon tes propres termes. Ce n'étaient pas exactement des excuses, mais venant d'Harold Maxwell, cela signifiait beaucoup. Je dois examiner ces conditions en détail avec nos avocats, poursuivit-il en tapotant la proposition. Mais en principe, je pense que nous pouvons travailler avec cette structure. Andrew commença à protester, mais mon père le fit taire d'un regard. L'alternative, c'est la faillite, Andrew. Ta sœur nous offre une bouée de sauvetage avec des conditions plus favorables que ce que nous pourrions obtenir ailleurs. Peu importe nos sentiments personnels, c'est la bonne décision commerciale. La réunion s'est conclue par un accord préliminaire en attente d'un examen juridique. Alors que nous nous préparions à partir, ma mère me serra longuement dans ses bras. « Viens dîner bientôt », murmura-t-elle. « Juste pour discuter. Pas de business. » Mon père me serra la main formellement, mais il la garda une seconde de trop. Tu es une négociatrice coriace. Je suppose que tu tiens ça de moi. Andrew partit sans un mot, le dos droit de ressentiment. Alors que je les regardais partir, je ne ressentis ni triomphe ni vengeance. Juste une certitude tranquille que quelque chose de fondamental avait changé. Notre relation ne redeviendrait jamais ce qu'elle avait été avant notre rupture, mais elle pouvait peut-être évoluer vers quelque chose de nouveau. Quelque chose fondé sur un respect mutuel plutôt que sur des obligations ou des attentes. Un an après cette réunion cruciale, j'étais assise dans mon studio en train d'examiner les derniers rapports trimestriels de Maxwell Fine Furniture. L'entreprise s'était remarquablement stabilisée. Le showroom de Chicago avait été redimensionné vers un emplacement plus approprié. Le cœur du métier des meubles artisanaux de haute qualité avait été réaffirmé dans tout le matériel marketing. Plus important encore, les prêts intergarantis avaient été restructurés pour protéger les actifs fondamentaux de l'entreprise. Ma participation de 15% s'est révélée être moins une question de contrôle que de voix. Lors des réunions trimestrielles du conseil, j'apportais une perspective extérieure à la bulle familiale, remettant parfois en question les idées traditionnelles, les soutenant d'autres fois, toujours focalisées sur l'équilibre entre tradition et innovation. Mon père avait progressivement appris à apprécier mon avis, en particulier sur le marketing auprès d'un public plus jeune et sur le développement d'une présence en ligne et maintenant le prestige de la marque. Bien qu'il ne se sente jamais totalement à l'aise avec la culture du tatouage, il avait cessé d'utiliser le mot « sale » pour décrire ma profession. L'ajustement d'Andrew s'était révélé plus difficile. Initialement hostile à mon implication, il restait froidement professionnel pendant les réunions. Avec le temps, à mesure que l'entreprise se redressait grâce à la stratégie modifiée, son hostilité s'atténua légèrement. Nous n'étions pas amis, ni même des frères et sœurs proches, mais nous avions atteint une sorte de détente fondée sur l'intérêt commun pour la réussite de l'entreprise. Ma relation avec ma mère s'était le plus épanouie. Nos dîners mensuels étaient devenus hebdomadaires. Elle visita mon studio pour la première fois, d'abord nerveuse, puis de plus en plus intéressée par mon travail. Elle m'introduisit même à ses amis sans excuse ni explication, simplement comme « ma fille Audrey, l'artiste ». Un quai narratif continuait de prospérer parallèlement à mon implication chez Maxwell. Nous avions ouvert un deuxième studio à Portland, géré par Diego, tandis que je restais à la tête de celui de Boston. Ma liste d'attente s'étendait sur 6 mois malgré l'augmentation des tarifs. Un documentariste m'avait contacté pour présenter mon travail transformateur avec des survivants de traumatisme dans un projet à venir. Ma vie personnelle avait également trouvé un équilibre. Je fréquentais James, un architecte avec son propre cabinet, depuis 8 mois. Il appréciait autant mon côté artistique que mon sens des affaires, comprenant les exigences de mon emploi du temps entrepreneurial parce qu'il vivait la même chose. La vie n'était pas parfaite. Les réunions de famille comportaient encore des moments de tension. Papa faisait parfois des remarques maladroites sur ma carrière inhabituelle. Andrew pouvait se montrer condescendant lors de désaccords au conseil d'administration. Mais comparé à 3 années d'éloignement total, la réalité actuelle représentait un progrès considérable. Le plus grand changement ne venait pas de ma famille, mais de moi. Je ne cherchais plus l'approbation ou la validation de sources extérieures. Ma valeur ne dépendait plus d'une inclusion dans un testament ou de l'acceptation de mes choix de carrière.
J'avais construit la réussite, du sens et une communauté selon mes propres termes. L'ironie ne m'échappait pas, être rayé de la fortune familiale m'avait poussé à créer la mienne. Être qualifié d'irrélevante au legs familial m'avait libéré pour établir un héritage personnel qui, finalement, avait contribué à sauver l'entreprise même qui m'avait rejeté. La curieuse symétrie de la vie ne cessait de me surprendre. Les compétences qui avaient fait de moi une tatoueuse reconnue, écouter profondément mes clients, traduire des émotions complexes en langage visuel, créer de la beauté à partir de la douleur, s'étaient révélées précieuses pour naviguer les dynamiques d'une entreprise familiale. Alors que je refermais le rapport trimestriel et me préparais à recevoir mon client de l'après-midi, je réfléchissais à mon parcours. D'une étudiante qui avait abandonné l'école de commerce à propriétaire d'un studio prospère. De fille reniée à membre du conseil d'administration. De la quête de validation extérieure à la découverte d'une force intérieure. Le chemin n'avait pas été linéaire ni facile, mais il avait été authentiquement le mien. Et cela faisait toute la différence.